Maman, peux-tu nettoyer mon bureau aujourd'hui? Oh, et n'oublie pas de repasser les chemises pour la réunion de demain. Ces mots m'ont transpercé le cœur comme une lame tranchante. À 60 ans, moi, Élise Beaumont, j'étais devenue la servante officieuse de mon propre fils. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit du jour au lendemain. Ce fut un processus lent, aussi subtil que la brume qui enveloppe Paris les matins d'automne. La vie à Saint-Germain-en-Laye, en banlieue parisienne, a toujours été paisible. Après le décès de Pierre, mon mari il y a 5 ans, j'ai vendu notre maison en Provence et me suis rapprochée de mon fils unique, Antoine. Au début, cela semblait être la décision parfaite. Je pourrais être plus proche de lui, de Camille, de ma belle-fille, et aider occasionnellement à la maison. Mais ce qui avait commencé comme une faveur occasionnelle s'est transformé en une routine épuisante. Le petit appartement que j'ai loué se trouvait à seulement 10 minutes à pied de leur maison, une belle propriété de 3 étages avec un charmant jardin, qu'ils ont acheté avec une partie considérable de l'héritage d'Antoine de son père. Maman, puisque tu as beaucoup de temps libre maintenant, pourrais-tu venir aider à la maison plusieurs fois par semaine? C'est comme ça que tout a commencé, avec une demande apparemment innocente d'Antoine, 3 mois après mon déménagement. Je voyais encore son visage ce jour-là, assis à la table à manger en acajou que Pierre et moi avions acheté lors de notre mariage, une des rares reliques que j'avais insisté pour lui offrir. Ses yeux, si semblables à ceux de son père, évitèrent de rencontrer les miens alors qu'il ordonnait, se concentrant sur l'ordinateur portable devant lui. « Bien sûr, mon chéri. Je serai ravi de t'aider. » J'ai répondu avec un sourire sincère. Après tout, qu'est-ce qu'une mère ne ferait pas pour son enfant? Je suis debout maintenant, regardant par la fenêtre de leur cuisine pendant que je lave la vaisselle du petit déjeuner. Le soleil d'avril illumine les jardins bien entretenus du quartier. C'est le printemps à Paris, la plus belle période de l'année. Les châtaigniers commencent à fleurir et l'air porte un doux parfum qui m'apportait de la joie. Antoine est déjà parti travailler, dans son bureau d'architecte au centre de Paris. Camille est à l'étage, probablement encore en train de choisir les vêtements qu'elle portera pour son déjeuner avec ses amis. Et je suis là, les mains ridées trempées dans de l'eau et du savon, ressentant le poids du silence. Élise, quand tu auras fini la vaisselle, pourrais-tu monter à l'étage et organiser mon placard? C'est le chaos. La voix de Camille résonne dans les escaliers. Il n'y a pas de « s'il vous plaît » ni de « si ça ne vous dérange pas ». C'est un ordre pur et simple. Oui, bien sûr, Camille. Je réponds automatiquement, ravalant l'indignation qui grandit en moi. Mes pensées vagabondent tandis que je finis de sécher la vaisselle. Je me souviens à quel point elle était respectée en tant que professeure de lettres à l'université de Lyon. Comme les étudiants me regardaient avec admiration quand je parlais de Victor Hugo ou de Simone de Beauvoir. Comment Pierre et moi avons passé des nuits entières à débattre de philosophie et d'art, à boire du vin et à rêver d'une retraite en Provence. Comment en sommes-nous arrivés à ce point? À quel moment mon fils a-t-il commencé à me considérer non pas comme sa mère, mais comme quelqu'un dont le temps et la dignité valent moins que le sien? Il y a 3 jours, pendant un dîner avec leurs amis, j'ai entendu quelque chose que je ne pouvais pas oublier. Antoine était sur la terrasse, montrant la vue à un collègue. Je ne voulais pas l'entendre, mais ses paroles me parvinrent, claires comme le jour. Oui, ma mère vient presque tous les jours pour m'aider. C'est parfait, c'est beaucoup moins cher que d'embaucher une femme de ménage, et elle adore se sentir utile, tu sais. Les personnes âgées ont besoin de ça. Mon corps s'est figé. La bouteille de vin que je portais à table a failli me glisser des mains. Moins cher qu'une femme de ménage? C'était comme ça qu'il me voyait? Cette nuit-là, allongée dans mon lit solitaire dans le petit appartement loué, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de colère. De la colère contre moi-même pour avoir permis cette situation, pour ne pas avoir réalisé ce qui se passait plus tôt. C'est alors que j'ai pris une décision. Une décision qui allait tout changer. Élise, as-tu fini avec ces plats? J'ai besoin que tu passes au marché avant mon déjeuner. J'ai fait une liste.
Camille apparaît dans la cuisine, impeccablement vêtue d'un tailleur Chanel et de talons hauts, son parfum coûteux laissant une trace dans l'air. J'ai presque fini. Je réponds en gardant ma voix neutre. Elle laisse une liste sur le comptoir et s'en va sans rien dire d'autre. Je regarde le journal, c'est une longue liste, avec des articles spécifiques provenant de différents magasins répartis à travers la ville. Le silence de la maison n'est interrompu que par le tic-tac de l'horloge antique du salon. Une montre qui appartenait à ma grand-mère, un autre objet que j'ai offert à mon fils. Je regarde ces aiguilles bouger, marquant les minutes de ma vie qui me glissent entre les doigts. Il est temps de briser ce silence. Le silence qui m'a étouffé pendant si longtemps. Je prends mon sac et pars, mais pas pour aller au marché. J'ai une autre destination en tête. Et dans 3 jours, quand Antoine et Camille découvriront ce que j'ai fait, plus rien ne sera plus pareil. Continuez à regarder pour découvrir comment j'ai transformé des années d'humiliation en une leçon de respect que personne dans cette pièce n'oubliera jamais. La fin de cette histoire vous surprendra d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines histoires que je vous présenterai. Chacun d'eux est porteur de leçons de vie qui peuvent transformer votre propre réalité. Maintenant, continuons mon histoire. Le bureau de Monsieur Dupont est situé dans le 8e arrondissement, près de la place de la Concorde. Il s'agit d'un immeuble ancien à la façade élégante, typique de l'architecture parisienne du 19e siècle. En montant les escaliers de marbre, je ressens un léger tremblement dans mes jambes. Je ne sais pas si cela vient de la montée ou de l'anticipation de ce que je m'apprête à faire. Madame Beaumont, entrez s'il vous plaît. Maître Dupont, mon avocat depuis plus de 30 ans, m'accueille avec un sourire chaleureux. Ses cheveux sont désormais complètement blancs, mais ses yeux bleus ont toujours la même vivacité que lors de notre première rencontre. Merci de m'avoir reçu si peu de préavis, Henri. Dis-je en m'asseyant sur la chaise en cuir devant son bureau. Pour toi, Élise, j'ai toujours le temps. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Je prends une profonde inspiration avant de répondre. Je souhaite finaliser l'achat de cette propriété à Bordeaux. Celle que nous avons visitée le mois dernier. Ses yeux s'écarquillent légèrement. Château Lumière? Vous êtes sûr? C'est un investissement considérable. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie, je réponds fermement. Le Château Lumière est une superbe propriété à la périphérie de Bordeaux, avec des vignobles s'étendant à perte de vue. Pierre et moi rêvions d'avoir un endroit comme celui-ci pour notre retraite. Un rêve que j'ai gardé pour moi après sa mort, croyant que je devais être proche de mon fils. Mais maintenant, ce rêve refait surface avec une force renouvelée non seulement comme une évasion, mais comme une affirmation de ma dignité. Pendant que Monsieur Dupont prépare les documents, mon esprit s'envole vers le passé, vers les souvenirs qui ont façonné qui je suis. Mon père était boulanger à Lyon. Je me levais tous les jours à 4 heures du matin pour préparer le pain frais qui nourrissait notre quartier. Ma mère, couturière, travaillait sans relâche pour que je puisse étudier. L'éducation est la seule chose que personne ne peut enlever, Élise, disait-elle toujours. Et j'ai étudié. J'ai été le premier de ma famille à aller à l'université, le premier à obtenir un doctorat. J'ai rencontré Pierre sur les marches de la Sorbonne, tous deux portant des piles de livres qui se sont effondrés lorsque nous nous sommes heurtés. Il étudiait l'ingénierie, j'étudiais la littérature. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Antoine est né quand j'avais 30 ans. Je me souviens avoir regardé son petit visage et lui avoir promis qu'il aurait toutes les opportunités que le monde pouvait offrir. Pierre et moi travaillons dur pour y parvenir. Nous avons économisé, investi, nous sommes privés de luxe pour que nos enfants puissent avoir la meilleure éducation. Et il l'a fait. Les meilleures écoles, voyages culturels, cours de musique et de langue. Nous sacrifions nos propres rêves pour les siens. Élise? La voix de Monsieur Dupont me ramène au présent. Tout va bien? Je réalise que j'ai les larmes aux yeux. Je les sèche rapidement. Oui, juste des souvenirs. Il me regarde avec compréhension. Henri a rencontré Pierre au collège, il était témoin à notre mariage.
Il sait ce que nous avons perdu, ce que nous avons sacrifié. Les documents sont prêts. J'ai juste besoin de votre signature ici, ici et ici. Il montre les lignes marquées dans le contrat. Je signe chacun d'eux avec une détermination renouvelée. À chaque abonnement, je sens un poids s'enlever de mes épaules. Quant à l'autre sujet dont nous avons discuté, Henri hésite. Le testament, je demande. Il acquiesce. Êtes-vous sûr de vouloir effectuer ces modifications? Je le regarde directement dans les yeux. Absolu. Très bien. Je préparerai tout pour votre signature la semaine prochaine. Quand je sors du bureau, le ciel parisien est gris, menaçant de pluie. Mais en moi, je ressens une clarté que je n'avais pas connue depuis des années. Au lieu de retourner chez Antoine pour continuer mes corvées, je décide de me promener dans le jardin du Luxembourg. Les parterres de fleurs commencent à afficher les couleurs vibrantes du printemps malgré le temps nuageux. Je m'assois sur un banc et regarde les enfants jouer, les couples marcher main dans la main, les personnes âgées jouer à la pétanque. La vie se déroule autour de moi dans toute sa beauté complexe. Je me souviens d'un poème de Victor Hugo que j'enseignais à mes élèves, « Être grand-père, c'est la deuxième chance d'être père ». J'ai toujours imaginé qu'Antoine emmenait mes petits-enfants me rendre visite, partageant des moments précieux ensemble, créant des souvenirs qui dureraient au-delà de ma vie. Mais la réalité s'est avérée bien différente. Je pense au dernier anniversaire d'Antoine, il y a 3 mois. J'ai préparé un dîner spécial, cuisiné ses plats préférés, lui ai acheté un cadeau soigneusement choisi, une ancienne édition du Petit Prince, que j'ai trouvé dans une librairie du quartier latin, me rappelant combien j'adorais lui lire cette histoire quand j'étais enfant. Lui et Camille sont arrivés avec 1 heure de retard. Ils dînèrent précipitamment, touchant à peine la nourriture que j'avais passé la journée à préparer. Le cadeau a été ouvert sans enthousiasme, mis de côté avec un « merci » murmuré. Ils sont partis moins d'1 heure plus tard pour retrouver des amis dans un restaurant chic. Je me suis retrouvé seul avec la table dressée, les bougies fondant lentement, me sentant invisible dans ma propre vie. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Maintenant, assis dans ce jardin à Paris, je sens que quelque chose s'est brisé et se reconstruit sous une forme nouvelle, plus forte. Mon téléphone sonne. C'est Antoine. Maman, où es-tu? Camille a dit que tu devais aller au magasin il y a des heures. Nous attendons. Je prends une profonde inspiration avant de répondre. Je m'occupe de quelques affaires personnelles, Antoine. Je ne pourrai pas être là aujourd'hui. Silence à l'autre bout du fil. C'est important? Quel sujet? Vous n'avez jamais rien mentionné. Il y a de l'irritation dans sa voix, comme si j'avais rompu un contrat non écrit. Ce sont mes affaires, mon fils. Je serai là demain, comme nous l'avons convenu. Encore un silence, suivi d'un soupir d'impatience. D'accord. Mais Camille avait besoin de ses courses pour aujourd'hui. Je suis sûre qu'elle peut aller au marché, Antoine. Ou tu peux y aller toi-même après le travail. Tu sais que nous sommes occupés, maman. C'est pourquoi nous comptons sur toi. Les mots font mal, mais ils renforcent ma détermination. À demain, mon fils. Je raccroche avant qu'il puisse protester. Dans 3 jours, tout va changer. Dans 3 jours, je retrouverai la dignité que j'ai laissée s'éroder lentement. Dans 3 jours, mon fils apprendra une leçon que j'aurais dû lui donner depuis longtemps. La pluie est enfin arrivée, inondant les rues de Paris dans un déluge soudain. Je cours me réfugier dans un café de la rue de Rivoli, près de la Tour Eiffel. C'est un de ces endroits charmants fréquentés principalement par les Parisiens et non par les touristes. Un café, s'il vous plaît, je demande au serveur, qui me fait un doux sourire alors que je m'installe à une table près de la fenêtre. Je regarde les gouttes de pluie couler sur le verre, créant des motifs hypnotiques. Je pense à ce qui va se passer dans les prochains jours. Je ressens un mélange d'anxiété et de détermination. Mon café arrive, fort et aromatique, accompagné d'un petit biscuit aux amandes. Je remercie le serveur et prends une gorgée, savourant la chaleur qui se propage dans mon corps.
Je sors de mon sac le petit cahier que j'emporte toujours avec moi, une habitude de professeur que je n'ai jamais abandonnée. Je commence à écrire, à organiser mes pensées, à planifier soigneusement mes prochaines étapes. Premièrement, finir d'emballer mes affaires discrètement. Deuxièmement, confirmer les derniers détails auprès de l'entreprise de déménagement. Troisièmement, signer les documents restants avec Monsieur Dupont. Et enfin, le dîner du vendredi, où je vous dévoilerai tout. La porte du café s'ouvre, apportant un courant d'air humide et le tintement d'une cloche. Instinctivement, je lève les yeux et mon cœur s'arrête presque. Sophia, ancienne étudiante et désormais camarade de classe à l'université, entre en agitant un parapluie. Nos regards se croisent et son visage s'illumine de reconnaissance. Professeur Beaumont. Quelle merveilleuse surprise! Je me lève pour la saluer avec le traditionnel baiser sur chaque joue. Sophia, quel plaisir de te voir. Puis-je vous rejoindre? Demande-t-elle en désignant la chaise vide devant moi. S'il vous plaît, je serai ravie de la compagnie. Sophia était l'une de mes élèves les plus brillantes. Aujourd'hui, à 40 ans, il dirige le département de littérature française de l'université où j'ai enseigné pendant des décennies. Comment allez-vous, professeur? Vous nous avez vraiment manqué à l'université. S'il te plaît, Sophia, nous sommes collègues maintenant. Appelle-moi Élise. Elle sourit, un peu gênée. Vieille habitude. Alors, Élise, comment s'est passée la retraite? Cette question apparemment simple ouvre une vanne en moi. Soudain, je ressens un désir irrésistible de partager la vérité avec quelqu'un, de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. Alors que la pluie continue de tomber dehors, je raconte tout à Sophia. De mon rapprochement avec Antoine, de la manière dont je suis progressivement devenue sa servante non rémunérée et celle de Camille, de l'humiliation silencieuse que j'ai endurée. Sophia m'écoute attentivement, ses yeux sombres se remplissant d'indignation à mesure que mon histoire se déroule. Élise, c'est incroyable. Comment ton fils a-t-il pu te traiter ainsi? Après tout ce que toi et Pierre avez fait pour lui? Je soupire en tournant la tasse de café entre mes mains. Je pense que c'est aussi de ma faute. J'ai permis que cela se produise. Peut-être par peur de la solitude, peut-être parce que je croyais que c'était mon devoir de mère. Peut-être parce que je pensais que si j'étais suffisamment utile, il m'aimerait davantage. C'est absurde, dit fermement Sophia. Le respect n'est pas quelque chose que nous devons gagner de la part de nos enfants par la servitude. C'est quelque chose qu'ils devraient nous donner naturellement, simplement parce que nous sommes leurs parents. Vos mots touchent quelque chose au plus profond de moi. Et la vérité. Le respect n'est pas un privilège qui se mérite, mais un droit à être reconnu. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demande-t-elle en se penchant avec intérêt. Je lui parle du château Lumière, de mon projet de déménagement, du dîner de révélation du genre que j'ai prévu vendredi. Oh, Élise, c'est merveilleux. Ses yeux brillent d'approbation. Tu mérites cette nouvelle vie. Et peut-être que ton fils a besoin de cette leçon. J'espère qu'il n'est pas trop tard, je murmure. Pour qu'il apprenne la valeur du respect. Sophia me prend la main par-dessus la table. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à valoriser ce qui compte vraiment dans la vie. Et si Antoine a une once de l'intelligence et de la sensibilité que vous avez, il apprendra cette leçon. Nous avons discuté pendant encore 1 heure, nous remémorant le bon vieux temps à l'université, partageant des histoires sur d'anciens collègues et étudiants. Lorsque nous nous sommes finalement dit au revoir, la pluie s'est arrêtée, laissant Paris lavé et renouvelé. Promis que nous resterons en contact, dit Sophia alors que nous nous embrassons sur le trottoir devant le café. Bordeaux n'est pas si loin. Je peux vous rendre visite au château pour des dégustations de vin. Je ris, me sentant plus légère que depuis des années. Ce serait merveilleux. Le château Lumière vous ouvrira toujours ses portes. Je marche jusqu'à la station de métro d'un pas plus ferme. La rencontre avec Sophia a ravivé quelque chose en moi, le souvenir de qui j'étais, de qui je suis encore au-delà du rôle de mère et de femme de ménage. Le lendemain,
je rends visite à Antoine et Camille comme promis. Je nettoie la maison, lave et repasse les vêtements, prépare le dîner. Mais quelque chose a changé en moi. Chaque tâche que j'entreprends maintenant est accomplie en sachant que ce sont les dernières fois. Je regarde mon fils pendant qu'il travaille dans son bureau. Tellement concentré, tellement comme Pierre dans ses manières, dans sa façon de froncer les sourcils quand il réfléchit. Je l'aime profondément, malgré tout. C'est peut-être cet amour qui me donne la force de faire ce que je dois faire pas seulement pour moi, mais aussi pour lui. Car quel genre de fils vais-je élever si je lui permets de traiter sa propre mère comme une servante? Quelles leçons sur la famille et le respect a-t-il absorbé au fil des années, en voyant comment son père et moi nous traitions avec dignité et affection? Où ai-je perdu mon chemin en le créant? Jeudi, je fais une dernière visite chez Monsieur Dupont pour signer les derniers documents. Tout est prêt maintenant. Château Lumière m'appartient officiellement. Le déménageur viendra samedi prendre mes affaires. Ma nouvelle vie m'attend. Ce soir-là, je prépare le dîner du lendemain avec un soin particulier. Le coq au vin, le plat préféré d'Antoine, préparé exactement comme ma mère me l'a appris. Tarte tatin en dessert, aux pommes parfaitement caramélisées. Un repas inoubliable. Pendant que je travaille dans la cuisine de mon petit appartement, je fredonne une chanson que Pierre jouait au piano. La mélodie m'apporte du réconfort, comme un câlin d'un vieil ami. Demain, tout va changer. Demain, je redécouvrirai la valeur de mon propre respect. Et peut-être, juste peut-être, que mon fils apprendra également une leçon précieuse sur le véritable sens de la famille. Vendredi est arrivé avec un ciel dégagé et un soleil radieux, comme si la nature elle-même voulait célébrer ma libération. J'ai passé la matinée à revoir mentalement ce que je dirais ce soir-là, à répéter les mots qui changeraient à jamais ma relation avec mon fils. À 5 heures de l'après-midi, j'arrive chez Antoine avec 2 lourds sacs, l'un avec le dîner soigneusement préparé, l'autre avec les documents que je compte lui montrer. « Maman, enfin !» s'exclame Camille en ouvrant la porte. Elle est impeccablement habillée, comme toujours, dans une robe bleu marine qui coûte probablement plus de 3 mois de mon loyer. Nous attendons. Nous avons des invités qui arrivent à 8 heures et rien n'est encore prêt. Invités? Je demande, surpris. Antoine n'avait rien mentionné à propos des convives. Oui, le patron d'Antoine et sa femme. Une chance importante pour lui d'obtenir cette promotion. Elle prend le sac contenant la nourriture de ma main. Que as-tu apporté? J'espère que c'est quelque chose d'impressionnant. Coq au vin, je réponds en essayant de garder ma voix neutre. Et la tarte tatin en dessert. Elle plisse le nez. Tellement traditionnel. Je m'attendais à quelque chose de plus sophistiqué. De toute façon, il faudra que ça fasse l'affaire. Je me mords la langue pour ne pas répondre. Ce sera la dernière nuit où je tolérerai ce type de traitement. Antoine est dans son bureau, comme d'habitude. Je frappe légèrement à la porte avant d'entrer. « Ah, maman, tu es là. » Il lève à peine les yeux des journaux devant lui. « Est-ce que Camille vous a parlé des invités? C'est très important que tout soit parfait aujourd'hui. » Oui, elle me l'a dit. Je regarde mon fils pendant un moment. Les cheveux bruns soigneusement coiffés, le pull en cachemire, les lunettes de créateur. Tellement différent du garçon qui courait dans la maison avec les genoux écorchés et un livre toujours sous le bras. J'ai besoin d'une faveur supplémentaire, poursuit-il, sans toujours me regarder dans les yeux. Pourriez-vous rester pour servir le dîner? Camille sera occupée à recevoir et je dois me concentrer sur la conversation avec Monsieur Moreau. C'est comme si quelque chose s'était déclenché en moi. L'audace de demander à sa propre mère de faire office de serveuse pour impressionner son patron. En fait, Antoine, j'aimerais dîner avec toi ce soir, dis-je calmement. Maintenant, il me regarde, la surprise évidente sur son visage. Dîner, avec nous? En présence de Monsieur Moreau? Oui. J'ai quelque chose d'important à partager avec toi et Camille. Quelque chose qui ne peut pas attendre. Il semble véritablement perplexe,
comme si l'idée de sa mère voulant être traitée comme un être humain avec ses propres désirs et besoins lui était complètement étrangère. Mais maman, ce soir est crucial pour ma carrière. On ne peut pas faire ça une autre fois? Non, Antoine. Il faut que ce soit ce soir. Quelque chose dans mon ton a dû exprimer ma détermination, car il soupire et hoche la tête à contre-cœur. Très bien. Mais s'il vous plaît, ne mentionnez rien d'embarrassant. Monsieur Moreau est assez traditionnel. Je souris légèrement. Ne t'inquiète pas. Je serai la personnification de la discrétion. Les heures suivantes se déroulent dans un tourbillon d'activités. J'ai dressé la table de la salle à manger avec la plus belle porcelaine que j'ai offerte à Antoine en cadeau de mariage. Je prépare le coq au vin pour servir, ajuste la température de la tarte tatin. Camille passe de temps en temps en cuisine, ajoutant ses améliorations à ma présentation, réorganisant les couverts que j'ai déjà organisés, déplaçant les verres à vin. À 8h pile, on sonne à la porte. Monsieur Moreau et sa femme arrivent, portant une bouteille de champagne et des sourires polis. Ah, et voici ma mère, Élise, me présente précipitamment Antoine, comme un détail sans importance. Elle a gentiment préparé le dîner ce soir. Ravi, madame, monsieur Moreau, un homme costaud à moustache grise, se penche pour me baiser la main. Antoine parle très bien de vous. Cela me surprend. Antoine parle de moi? Que de bonnes choses, j'espère, répondis-je avec un sourire. Oh oui. Il a mentionné que vous étiez professeur de lettres à l'université de Lyon. Impressionnant. Ma femme, Claudette, est une grande admiratrice de la littérature française. Claudette, une femme élégante aux cheveux argentés, me sourit chaleureusement. C'est vrai. J'aimerais beaucoup te parler de Proust pendant un dîner. Je vois l'air alarmé sur le visage d'Antoine. De toute évidence, il ne s'attendait pas à ce que je sois traitée comme une invitée d'honneur plutôt que comme la servante de la nuit. Le dîner commence et à la grande surprise d'Antoine et Camille, je suis invitée à m'asseoir à table. Monsieur Moreau insiste. Nous ne pouvons pas laisser le chef du soir manger dans la cuisine. Rejoignez-nous, Madame Beaumont. La conversation se déroule étonnamment bien. Claudette et moi avons découvert un amour commun pour Marguerite Duras. Monsieur Moreau se révèle être un fin connaisseur de vin et apprécie mon choix d'accompagner le coq au vin. Antoine semble à la fois soulagé et déconcerté par la dynamique. À l'heure du dessert, je sens le moment approcher. Je demande la permission de récupérer la tarte tatin. À mon retour, j'apporte aussi mon deuxième sac. Avant de servir le dessert, dis-je en posant la tarte sur la table, j'aimerais faire une annonce. Antoine me lance un regard paniqué. Camille se force à sourire. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai réalisé un rêve de longue date. J'ai acheté une propriété à Bordeaux. Un château avec des vignes. Un silence stupéfait s'abat sur la table, rompu par Monsieur Moreau. Extraordinaire. Félicitations, Madame Beaumont. Antoine a l'air abasourdi. Un château? À Bordeaux? Maman, de quoi tu parles? J'ouvre mon sac et sors les documents et les pose sur la table. Le château Lumière. Pierre et moi avons toujours rêvé d'avoir un endroit comme celui-là pour notre retraite. Après son décès, j'ai mis ce rêve entre parenthèses. Mais maintenant, j'ai décidé qu'il était temps de vivre la vie que nous avons toujours voulu. Camille prend les papiers, les yeux écarquillés lorsqu'elle voit les sommes en jeu. C'est une fortune, murmure-t-elle. Oui, j'accepte calmement. La majeure partie de l'héritage que ton père m'a laissé, plus l'argent de la vente de notre maison en Provence. Antoine me regarde, la bouche ouverte. Mais, pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Pourquoi vivais-tu dans ce petit appartement si tu avais tout cet argent? Je voulais être proche de toi, mon fils. Je pensais que c'était ce qui comptait. Être disponible pour t'aider, faire partie de ta vie. Monsieur Moreau et son épouse échangent des regards gênés, sentant la tension monter. Peut-être devrions-nous t'accorder du temps en famille, suggère gentiment Claudette.
Non, s'il te plaît, reste, dis-je. Il n'y a rien à cacher ici. Juste une mère qui partage des nouvelles avec son fils. Je sors un autre document de mon sac et le fais glisser sur la table vers Antoine. C'est la deuxième annonce que j'aimerais faire. C'est un contrat, en fait. Un contrat que je pense que vous trouverez intéressant. Antoine prend le papier avec des mains hésitantes. Ses yeux scrutent les lignes et je vois son visage pâlir progressivement. Camille se penche pour lire par-dessus son épaule, son expression passant de la curiosité au choc. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» La voix d'Antoine tremble légèrement. Je bois une gorgée de vin avant de répondre, savourant l'instant. C'est un contrat de service. Il détaille combien vous et Camille me devez pour les 2 dernières années de travail de femme de ménage dans votre maison. Ménage, cuisine, lessive, courses, jardinage. J'ai calculé tout cela au tarif moyen du marché pour une femme de ménage à Paris. Avec les heures supplémentaires comprises, bien entendu. Le silence qui suit est absolu. J'entends le tic-tac de l'horloge dans le salon, celui de ma grand-mère. Est-ce une blague ? Dit enfin Camille, la voix aiguë d'indignation. Pas du tout, je réponds calmement. Il s'agit d'un document juridiquement contraignant, préparé par mon avocat, Monsieur Dupont. Vous pouvez bien sûr le contester devant un tribunal. Mais j'ai des relevés détaillés de chaque journée de travail, de chaque tâche effectuée. Et, comme vous l'avez dit vous-même à des amis, j'ai des témoins qui le confirmeront, c'était moins cher que d'embaucher une vraie femme de ménage. Antoine a l'air dévasté, confus, comme un enfant perdu dans un centre commercial. Mais, tu es ma mère. Tu as proposé ton aide. Oui, Antoine, je suis ta mère. Pas ta servante. Je t'ai proposé de l'aider occasionnellement, pour ne pas devenir une servante impayée, traitée avec moins de respect que tu ne traiterais quelqu'un que tu embauches. Monsieur Moreau s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Peut-être que nous devrions vraiment battre en retraite ? Non, s'il te plaît, dis-je fermement. Vous êtes des témoins importants en ce moment. Tout comme vous avez été témoin de quelque chose de merveilleux, mon acquisition du château, vous serez également témoin de cette leçon vitale que j'enseigne à mon fils. Je tourne mon regard vers Antoine, qui tient toujours le contrat comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Je ne veux pas de ton argent, mon fils. Je ne l'ai jamais fait. Ce que je voulais, ce que je méritais, c'était le respect. La considération. Être traité comme ta mère, pas comme quelqu'un dont le temps et la dignité valent moins que le vôtre. Mais nous vous respectons, marmonne-t-il, sans grande conviction. Vraiment ? À quand remonte la dernière fois que tu m'as posé des questions sur mes intérêts, mes rêves ? À quand remonte la dernière fois que tu m'as invité à dîner juste pour le plaisir de ma compagnie, et non pas parce que tu avais besoin de moi pour cuisiner ou faire le ménage ? À quand remonte la dernière fois que tu m'as remercié sincèrement pour quelque chose que j'ai fait pour toi ? Les larmes commencent à couler sur mon visage, mais ma voix reste ferme. Tu te souviens de cette nuit d'anniversaire il y a 3 mois ? J'ai passé toute la journée à cuisiner tes plats préférés. J'ai trouvé cette édition spéciale du Petit Prince que tu aimais tant quand tu étais enfant. Et tu m'as à peine regardé. Tu es parti dîner avec des amis après moins d'1 heure. Antoine baisse la tête, incapable de me regarder. Sais-tu ce que j'ai fait cette nuit-là, après ton départ ? Je me suis assis seul à table, les bougies fondant, et j'ai réalisé une vérité douloureuse, j'étais devenu invisible dans la vie de mon propre fils. Camille, étonnamment, est la première à montrer une véritable émotion. Je vois aussi des larmes dans tes yeux. Élise, on n'avait pas réalisé. Bien sûr que tu ne l'as pas remarqué. Parce que tu ne m'as même pas regardé. J'étais juste une ombre commode dans les coulisses de tes vies bien remplies. Je sors un mouchoir de mon sac et essuie mes larmes. Monsieur Moreau et son épouse restent complètement immobiles, comme les spectateurs d'une pièce particulièrement intense. Demain, le déménageur viendra récupérer mes affaires. Je partirai pour Château-Lumière. Une nouvelle vie m'y attend. Une vie où je serai valorisé, ne serait-ce que pour moi-même.
Antoine lève enfin les yeux et je vois en eux quelque chose que je n'ai pas vu depuis longtemps. Le garçon que nous avons élevé, le fils que nous avons aimé inconditionnellement. Maman, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Nous pouvons arranger ça. Je l'espère sincèrement, Antoine. Mais ce ne sera pas ici, ce ne sera pas avec toi qui me traitera comme une servante. Si tu veux entretenir une relation avec moi, il faudra que ce soit en tant qu'adulte, entre égaux. En tant que mère et fils, pas en tant qu'employeur et employé. Je me lève de table, ressentant une légèreté que je n'ai pas connue depuis des années. La tarte tatin est dans la cuisine, prête à être servie. Je suis sûre que vous pourrez vous débrouiller sans moi ce soir. Je prends mon sac et me dirige vers la porte. Avant de partir, je me retourne une dernière fois. Antoine, tu te souviens de ce que tu disais quand tu étais petit? Quand on te couchait tous les soirs? Il hoche légèrement la tête, les larmes coulant librement sur son visage. L'amour exige le respect, murmure-t-il. Oui. Et le respect nécessite des actions, pas seulement des mots. J'espère qu'un jour tu comprendras vraiment cela. Sur ce, je sors de la porte, sentant l'air frais de la nuit parisienne sur mon visage. Les étoiles brillent au-dessus et j'ai l'impression que chacune d'elles est une possibilité dans mon nouvel avenir. Sur le chemin du retour, je passe devant une petite église. Les portes sont ouvertes, sur un coup de tête, j'entre. L'intérieur est silencieux et éclairé uniquement par des bougies votives. Je m'assois sur un banc au dernier rang. Pierre, je murmure dans le silence, je pense que je vais enfin réaliser notre rêve. J'aimerais juste que tu sois là pour le partager avec moi. Une paix tranquille m'entoure, comme si Pierre pouvait m'entendre d'une manière ou d'une autre. 3 mois plus tard. Le château Lumière brille sous le soleil d'été bordelais. Les vignes s'étendent en rangées ordonnées à flanc de collines, chargées des premiers signes de raisins qui se transformeront un jour en vin. Je suis assis sur la terrasse, un livre ouvert sur les genoux, mais les yeux fixés sur la vue imprenable. Le majordome, oui, j'ai un majordome maintenant, ce qui me fait encore sourire devant l'ironie s'approche discrètement. Madame, vous avez des visiteurs. Je lève les yeux, intrigué. Je n'attends personne aujourd'hui. Une voiture apparaît dans l'allée en gravier. Je la reconnais immédiatement, l'Audi argenté d'Antoine. Mon cœur s'emballe. Nous ne nous sommes pas parlé depuis cette nuit fatidique. Il a essayé de m'appeler plusieurs fois au cours des premières semaines, mais j'avais besoin d'espace, de temps pour établir ma nouvelle vie sans l'ombre du passé. La voiture s'arrête et Antoine en descend. À ma grande surprise, il est seul sans Camille. Il regarde le château, visiblement impressionné, avant de remarquer ma présence sur la terrasse. Maman? Je me lève en mettant le livre de côté. Je suis là, Antoine. Il monte les escaliers jusqu'à la terrasse, s'arrêtant quelques pas plus loin. Il a l'air différent, plus mince, peut-être, ou simplement plus sobre. Cet endroit est incroyable, dit-il en regardant autour de lui avec un véritable émerveillement. Ouais, n'est-ce pas? Ton père aurait adoré. Un silence inconfortable s'installe entre nous. Enfin, Antoine parle. Maman, je suis venu m'excuser. Pas seulement pour les mots, mais pour des années de négligence. De manque de respect. Tu avais raison sur tout. Il sort une enveloppe de la poche intérieure de son manteau et me la tend. Je l'ouvre avec curiosité. À l'intérieur se trouve un chèque du montant exact du contrat que j'ai présenté ce soir-là. Je ne veux pas de ton argent, Antoine, dis-je doucement en essayant de rendre le chèque. Je sais. Et je sais que je ne peux pas acheter votre pardon ou votre respect. Mais cet argent représente quelque chose d'important pour moi, la reconnaissance de mon erreur. De la valeur de votre travail, de votre temps, de votre dignité. Il prend une profonde inspiration avant de continuer. Cette nuit-là, après votre départ, Monsieur Moreau m'a parlé. Il a dit des choses que j'avais besoin d'entendre. Sur la façon dont nous traitons ceux que nous aimons, sur le vrai sens de la famille et du respect. Antoine s'approche, les yeux implorant de comprendre.
Camille et moi avons rompu. C'était douloureux, mais nécessaire. J'ai réalisé à quel point notre dynamique n'était pas bonne, pas seulement avec vous, mais entre nous deux. Cela me surprend. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je sincèrement. Ne le sois pas. C'était une décision qui devait être prise. J'apprends à être une meilleure personne. Une personne qui ressemble davantage au fil que tu mérites. Une boule se forme dans ma gorge. Je vois devant moi non seulement l'homme qui m'a blessé, mais aussi le garçon que j'ai bercé dans mes bras, l'adolescent que j'ai réconforté après son premier cœur brisé, le jeune homme Pierre et moi avons regardé avec tant de fierté recevoir son diplôme. Je ne suis pas venu demander à revenir dans ta vie, poursuit Antoine. Je suis juste venu pour te dire que j'ai compris la leçon. Et pour te remercier d'avoir eu le courage de m'apprendre. Des larmes silencieuses coulent sur mon visage. Sans rien dire, j'ouvre les bras. Antoine y entre, et l'espace d'un instant, nous ne sommes plus que mère et fils, débarrassés de la souffrance et du ressentiment. Tu auras toujours une place dans ma vie, Antoine, je murmure contre ses cheveux. Toujours. Mais cela doit être un lieu de respect mutuel. Je sais, maman. Je sais maintenant. Je m'éloigne doucement et tiens son visage dans mes mains, comme je le faisais quand il était petit. Voudriez-vous rester pour dîner? J'ai un merveilleux vin à ouvrir, issu des propres vignobles de ce château. Il sourit, le premier vrai sourire que j'ai vu sur son visage depuis des années. J'adorerais. Et cette fois, j'aiderai en cuisine. Bras dessus bras dessous, nous sommes entrés dans le château, vers un nouveau départ. Un début basé non sur l'obligation ou la servitude, mais sur l'amour, le respect et la dignité. Comme cela aurait toujours dû être le cas. Parce que parfois, la leçon la plus puissante que nous puissions enseigner à ceux que nous aimons est la valeur du respect de soi-même. Et cela, j'ai finalement réalisé que c'était une leçon que j'avais apprise autant que j'avais enseignée. En regardant mon fils imparfait, en train d'apprendre, mais qui essaie, je ressens une paix que je n'ai pas connue depuis longtemps. Château Lumière, notre rêve commun, est devenu non seulement mon refuge, mais un lieu de ressourcement et de renouveau pour notre fragile famille. Et c'est là, plus que n'importe quel contrat ou leçon, le véritable trésor que j'ai trouvé au cours de ce voyage de découverte de soi et de courage. S'il vous plaît, réfléchissez avec moi à ce que je vais vous dire. La vie est trop courte pour vivre dans l'ombre de ceux qui devraient nous valoriser. Notre âge ne définit pas notre valeur et notre amour ne devrait pas se faire au détriment de notre dignité. Et vous, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire en famille? Avez-vous déjà eu l'impression que votre temps et votre expertise n'étaient pas valorisés? Partagez votre histoire dans les commentaires, votre voix compte et peut aider tant d'autres personnes qui vivent la même chose. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, j'apporte des histoires qui nous font réfléchir sur la famille, le respect et le courage de recommencer, quel que soit notre âge. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver le respect que nous méritons.